Bonjour et bienvenue dans la saison 1 du podcast EducCare. S'arrêter, prendre du temps pour soi, revisiter, questionner ce qui nous anime, nous inspire, changer de regard, retrouver l'essentiel au cœur de nos vies, tout un programme. Chaque premier lundi du mois, nous tenterons avec mon invité de vous emmener sur ce chemin. La différence, un fardeau à porter et à supporter, un combat de tous les instants ou un chemin révélateur de richesse et d'opportunités. La différence, une clé qui nous ouvre à la vie, à celle de l'autre. Comment l'appréhender et l'apprivoiser ? Tel un petit prince, nous allons cheminer ensemble et essayer de nous approcher d'elle. Pour y parvenir, il me fallait un compagnon de route suffisamment aguerri sur le sujet. Arnaud Nouquet, mon invité, c'est d'abord une voix qui rassure et invite à se confier, à déposer. Ses engagements et ses actions dépassent nos frontières. Ses projets sont tournés vers les autres. Il a à cœur de contribuer, soutenir, accompagner. La question centrale pour lui, et ce sont ces mots, comment permettre à l'individu ou à la société de se reconnaître et de s'affirmer dans un contexte en constante évolution. Deux convictions fortes l'habitent, l'écoute comme force et la confiance comme méthode. La différence, il la côtoie chaque jour et cherche à donner des clés de lecture pour dépasser peu à peu conflits, interprétations, confusion. Je suis très heureuse de te recevoir aujourd'hui, Arnaud, et encore plus autour d'une thématique aussi controversée qu'universelle. Bonjour Arnaud et bienvenue. Bonjour. Alors, je vais entrer directement dans le vif du sujet. C'est quoi la différence ? Quelle définition, toi, tu en donnes ? En fait, je pense que la différence, c'est une façon de voir. C'est une façon de voir, c'est une façon de percevoir, et c'est l'un des bouts de la lorgnette. Sachant que l'autre bout de la lorgnette, c'est la mêmeté. Et qu'en fait, il y a un jeu entre différence, sentiments de différence et sentiments de mêmeté que chaque être humain va expérimenter. Au fur et à mesure de son évolution, dans ses systèmes d'appartenance, c'est-à-dire dans ses familles, parmi ses tuteurs, auprès de ses pairs. Ce constat de différence va parfois être progressif, c'est quelque chose qui va s'inscrire dans le temps. La personne, petit à petit, toute petite déjà, va se rendre compte qu'elle ne pense pas tout à fait comme les autres, qu'elle n'agit pas tout à fait comme les autres, ou qu'elle perçoit des choses que les autres n'ont pas l'air de percevoir. Et la différence va commencer à s'inscrire là où elle va se rendre compte qu'elle est seule. Et en fait, ma description de la différence, c'est quand on prend conscience de notre unicité, c'est-à-dire qu'il va y avoir une limitation au partage et à la compréhension que les autres qui nous entourent vont pouvoir intégrer, recevoir, accueillir de nous. Ça veut dire qu'il y a moi et l'autre. Là, la frontière se pose ? Je pense que c'est ça, en fait. Ce qu'on appelle la différence, c'est quand on fait ce constat que, quelque part, il y a un fossé ou une séparation entre moi et l'autre, et que c'est à ce moment-là que je découvre, en quelque sorte, que je suis différent de l'autre. Alors, de ce fait, pourquoi la différence est-elle si stimulante pour chacun de nous, au point d'en arriver à la gommer ou au contraire à la revendiquer ? Moi, je prends souvent l'image du couple. Alors, une référence théorique qu'on utilise un peu grossièrement de temps en temps pour parler de ça, on parle par exemple dans certains milieux de névrose complémentaire. Et c'est assez rigolo de constater par exemple dans le couple, et ça se vérifie au niveau professionnel aussi, quand vous regardez une systémie collective, vous allez vous rendre compte que par hasard, et par coïncidence, souvent, des personnes au fonctionnement très différent, voire très opposés, vont naturellement se mettre à travailler ensemble. Et dans le couple, il s'opère la même chose. Où j'ai certaines aptitudes, j'ai certaines appétences, j'ai certains goûts, et je vais me rendre compte que la personne avec qui je vis a des appétences, des goûts, et surtout des façons de fonctionner très différentes, voire opposées aux miennes. Parce que je pense qu'il y a une loi naturelle qui est celle de la complémentarité, et que quelque part, l'être humain qui est câblé sur cette génétique de la complémentarité cherche toujours dans ses relations à apprendre de l'autre, et du coup à se nourrir de ce qu'il ne possède pas encore, et donc à se nourrir de la différence. Donc là, on touche déjà quelque chose d'important sur le fait que la différence est une richesse. Si on arrive
si on en est là, c'est-à-dire à s'ouvrir suffisamment à ce qu'est la différence et de se dire ça peut aussi me faire grandir. Alors, oui et non aussi, car autant je pense que nous avons besoin d'aller expérimenter des rencontres, d'aller expérimenter s'être avec l'autre pour aller expérimenter cette différence, autant si notre construction identitaire n'est pas tout à fait au clair, cette différence peut devenir un danger, et c'est d'ailleurs en général à ce niveau-là qu'on commence à apercevoir des systèmes de tension ou des conflits se mettre en place, c'est que trop de différences face à un projet non clair, non aligné, non affirmé dans son identité, pourrait se disséminer et disparaître, mourir face à cette différence. D'accord, donc de ce fait, si on est vraiment très différent de l'autre à un moment donné, ça peut nous éloigner ? C'est qu'en fait, et ça se passe, j'imagine, dans toutes les relations et dans toutes les rencontres, à chaque instant, nous nous rencontrons soit sur notre différence, soit sur notre mêmeté. Au premier abord, peut-être que nous allons rencontrer quelqu'un et la première chose qui va nous sauter aux yeux, c'est un sentiment de bien-être, de détente, de fluidité, et ça va être très facile parce qu'on se rencontre à cet instant-là précis. Et le lendemain, dans un autre contexte, à un autre lieu, cette même personne sur laquelle finalement nous nous étions mis d'accord, nous nous étions rencontrés, retrouvés, ça va être plutôt sa différence qui va nous jeter aux yeux, qui va nous déranger, qui va nous répulser, qui va nous inquiéter, éventuellement. Et j'imagine que ça se passe en permanence dans la relation à l'autre. Alors ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'on a l'impression quand même d'être dans un mode assez binaire, où je suis dans une forme d'attirance, une forme de répulsion, j'ai envie d'aller vers l'autre, je m'y retrouve. En fait, il y a une forme de similitude dans nos parcours. Mais on est quand même dans un mode binaire. Est-ce qu'il n'y a pas alors toi qui es directeur du 3e hémisphère, est-ce qu'il n'y a pas une 3e voie à un moment donné pour vivre justement la différence autrement que dans ce mode binaire où j'ai envie de retrouver plutôt quelqu'un qui est un petit peu comme moi, où là je sens que non, ça ne me correspond pas, il vaut mieux que je prenne un peu la tangente, mais entre les deux on fait quoi ? Entre les deux on discute. C'est pour ça que j'ai fait de certaines obsessions de recherche personnelle des attributions professionnelles pour être rémunéré pour le faire. Moi, ce qui m'accapare comme réflexion, c'est cette idée un peu de frontière, justement, entre moi et l'autre. Ce qui fait rencontre et ce qui fait défaillance de la rencontre, pour le dire comme ça. Ou de la relation. Ou de la relation. Et justement, qu'est-ce qui facilite la relation? Parce que, pour répondre à ta question, entre moi et l'autre, qu'est-ce qui nous relie? C'est la relation. Sauf que cette relation, elle pose un certain nombre de difficultés, elle pose des questions d'énergie. Il y a des fois, on n'a pas envie de mettre l'énergie pour se relationner. Ça pose la question aussi de la sécurité. Des fois, encore une fois, ça peut potentiellement être dangereux que de se relationner à l'autre. Je rappelle que l'altérité altère. On perd de soi dans la rencontre avec l'autre. Donc, il faut garder ça en tête. Et je pense que c'est assez important. C'est que, effectivement, la relation, c'est ce qui va réussir à nous relier, encore une fois. Mais il y a une question de consentement. Et impliquer cette question que systématiquement, une relation à l'autre, c'est une négociation de ce que j'accepte d'ouvrir ou pas, de ce que j'accepte de perdre ou pas. Nécessairement, on perd quelque chose dans la relation ? Nécessairement, et c'est toute la beauté de la relation au final, car l'échange qu'on est en train d'avoir, toi et moi, à ce moment-là, peut-être que certaines questions que tu avais préparées, que tu es en train de poser, les réponses auxquelles que je suis en train d'apporter, ouvrent une autre série de questionnements chez toi, et du même coup, certaines croyances ou certaines certitudes qui étaient tiennes avant de commencer cet entretien vont peut-être évoluer vers autre chose, donc quelque part, tu as perdu un peu de toi, de ton toi d'hier, au bénéfice de ton toi futur, à travers cette relation qui nous lie aujourd'hui. Donc on peut perdre, mais pour grandir alors. Se nourrir. On perd pour évoluer. Pour évoluer, ok. On va moins y mettre d'émotions, d'accord, on évolue. Alors je reviens un petit peu sur cette différence qui pourrait être revendiquée,
puisqu'on est quand même dans une société aujourd'hui où on est quand même dans un effet un peu balancier, où soit on gomme cette différence parce qu'on se suradapte à un moment donné, parce qu'il faut entrer dans un moule, il faut correspondre, etc. Et à d'autres moments, la différence, on a envie vraiment de l'assumer, de la vivre, peut-être de la partager aussi, en tout cas de l'exprimer. Mais à force de revendiquer sa différence, est-ce qu'on n'en arrive pas à un effet inverse, c'est-à-dire à avoir plus de crispation en soi, avec les autres, dans cette relation, parce qu'on l'affirme. Alors, je pense qu'encore une fois, la différence est un fondamental universel. Chaque particule, chaque molécule est unique. Donc, chaque être est par définition différent. Par contre, quand la différence devient une revendication, elle est teintée de colère. Une colère est toujours une conséquence d'une injustice. Une revendication, et en particulier une revendication identitaire de cette différence, est toujours une recherche de reconnaissance de quelque chose qui n'a pas été reconnu par le passé. Donc effectivement, à partir de là, quand apparaît la violence, j'ai envie de dire, c'est justement qu'il y a quelque chose qui essaie de se réparer. Et si je peux me permettre de continuer un tout petit peu là-dessus, oui. Quand on regarde les styles organisationnels sociétaux sur les dernières centaines d'années, et en particulier les 200 dernières années, mais c'est revenu de façon cyclique, un phénomène qui est très très classique et qui se retrouve énormément en éducation, qui s'appelle la normalisation. La normalisation, c'est essayer d'établir un certain nombre de systèmes de valeurs, un certain nombre de faits historiques, par exemple, de connaissances, qui sont des espèces de références, des étalons dans lesquels nous allons enseigner au maximum de personnes de la population à adhérer à ces systèmes de valeurs, à ces connaissances, à ces théories, et ainsi de suite. Dans ce processus-là, l'altération est très puissante. Car comme l'idée est d'arriver à toucher le maximum, voire la totalité de votre effectif, ce système de normalisation va devoir lisser dans son processus un certain nombre de différences, et en particulier des différences de sensibilité, par exemple, des différences de style d'apprentissage, par exemple, des différences d'orientation sexuelle, par exemple. Mais tout ce qui ne serait pas prévu pour rentrer dans cette norme va devoir rester en dehors de la norme. Donc quand on assiste à un système de revendication identitaire et une affirmation de cette différence, c'est qu'en règle générale, il y a un passif traumatique de non-reconnaissance, justement, ou de souffrance dans ce processus de normalisation. Et qui ressort à ce moment-là, qui rejaillit en fait. Qui rejaillit là. Dans notre vie de tous les jours, elle nous invite à quoi, la différence ? À la patience. Comme disait un vieil ami chaman qui était absolument désagréable, la patience est la science de la paix. Chose qu'il avait beaucoup de difficultés à appliquer lui-même, mais en tout cas, il le disait régulièrement. C'était peut-être à dessein. Oui, je pense qu'il avait repéré que j'étais en recherche d'un modèle paternel, sécurisant, d'un éducateur, ainsi de suite. Il avait décidé que ma pédagogie allait passer par autre chose. Et il a été très très doué pour ça. Au quotidien, encore une fois, moi je tiens à rappeler un élément qui n'est pas nécessairement suffisamment pris en compte, c'est le degré de fatigue et le degré de sensibilité. Parce que, encore une fois, dans un contexte très sécurisant, où on a de l'énergie, on a à boire, on a à manger, le contexte est agréable, nous allons avoir une tendance assez naturelle à plutôt nous câbler sur la mêmeté. À être plutôt dans le partage, dans la joie, dans la fluidité, et ainsi de suite. La sensation de différence est en général ce qu'on appelle dans mon jargon un système de défense. C'est-à-dire, je me sens agressé, attaqué, choqué par les éléments qui m'entourent, les autres, ce qu'ils disent, leur intonation, leurs odeurs corporelles éventuellement. Et c'est d'abord leur différence qui me choque et qui me braque. Voilà. Mais elle est toujours... Cette perception de la différence est toujours à mettre en lien avec nos niveaux de sensibilité. Et nos niveaux de sensibilité sont toujours à mettre en lien avec nos niveaux de fatigue. Donc ça, c'est intéressant aussi. Je fais juste le parallèle par rapport à ce qu'on peut vivre dans une classe, par exemple. Parce que là, c'est quand même un exemple assez frappant où, en fonction du moment de l'année, en fonction du moment de la période,
on peut avoir un degré de tolérance à l'autre, c'est-à-dire peut-être déjà à l'autre qui est nous-mêmes, hein, d'une certaine façon en accueillant déjà sa fatigue, etc. Et à l'autre, le groupe d'élèves, alors l'ensemble, le groupe classe, mais aussi les individus. Et te dire que dans ces cas-là, on peut avoir un accueil de la différence qui est très limité. Donc ça, c'est aussi intéressant d'en prendre conscience, même si, quand on est professeur, on a ça en tête. C'est-à-dire que c'est vrai qu'accompagner un groupe, faire classe, alors qu'on est épuisé, que des choses nous mobilisent ailleurs, c'est difficile de pouvoir accepter de ce fait quelqu'un qui va ne pas entrer dans ce qu'on propose, etc. Donc ça, c'est peut-être un critère qui est déjà intéressant dans notre profession en tant qu'enseignant, par exemple, ou chef d'établissement en fonction de ce qu'on vit, éducateur, mais de se dire, ça, c'est un curseur. Forcément, ça va déjà, j'allais dire, peut-être faire balancer, ça va faire partir la balance d'un côté ou de l'autre en fonction de l'état. C'est-à-dire, on va accueillir ou on va être dans quelque chose qui va être assez répulsif. Et le climat de classe va déjà en prendre un coup. Ah, nécessairement, c'est un phénomène qui est très très connu, mais aussi peu, à mon sens justement, dans les milieux éducatifs, pas suffisamment rappelé. C'est le fameux effet golem. On connaît en général très très bien l'effet Pygmalion. L'effet Pygmalion, pour la petite histoire, c'est juste partir sur un a priori positif, qu'on appelle une projection, ou un transfert même dans certains cas. C'est-à-dire partir sur un a priori positif vis-à-vis de notre interlocuteur, et après c'est un jeu de miroir, de vase communicant, où finalement plus j'ai un regard positif sur toi, plus tu vas me rendre finalement quelque chose de positif en retour, et ainsi de suite. Et c'est un cercle vertueux. Voilà, et c'est un cercle vertueux de synchronisation, d'alchimie, ainsi de suite, c'est facile. Mais on oublie de rappeler l'effet golem. L'effet golem, finalement, c'est quand tu es choqué par la différence. Donc là, on est plutôt sur un a priori négatif, à la base. Et finalement, le piège, et c'est le piège de l'éducateur, qu'il soit au sein d'une classe ou à l'extérieur, c'est quand je rencontre l'autre, si je ne prends pas ce temps de m'accueillir moi-même, et accueillir encore une fois mes niveaux de fatigue, mes niveaux de sensibilité, je vais me retrouver dans la situation où je vais être choqué par l'autre, envahi, par exemple auditivement, sensoriellement, par l'autre, et commencer à projeter sur l'autre comme l'autre responsable qui parle trop, qui dit trop, qui bouge trop, et ainsi de suite, et c'est de sa faute. Et là, on rentre dans l'effet golem, c'est-à-dire que de par le fait que je me sens agressé par l'autre, je me défends de l'autre, et rien que mon énergie, ma posture, mes regards, quand je m'adresse à l'autre, déjà on change complètement. Ne me regarde pas comme ça. Voilà. Mais à partir de là, finalement, sans s'en rendre compte, nous commençons à agresser l'autre qui, en retour, nous agresse. Et là, on tombe dans le cercle inverse. Et l'effet golem. D'accord. Alors ça, c'est vraiment intéressant. Merci beaucoup de le préciser, parce que, en effet, on peut parfois vraiment passer à côté de ça, et on oublie que ce petit temps, ce petit sas qu'on peut avoir juste avant d'entrer en classe, qui est tout simple, qui prend quelques minutes, mais qui est nécessaire pour... Allez, souvent on le fait avec les enfants en disant un petit peu la météo intérieure avec les plus petits, mais on peut le faire aussi pour nous. Dans quel état de fatigue je suis, dans quel état... voilà, est-ce que j'ai mis 3/4 d'heure à me garer cette fois-ci, ou est-ce que j'étais derrière un camion de poubelle? En tout cas, quelque chose qui fait qu'à un moment donné, la pression n'est pas la même, et ce qui va me faire avoir un regard sur l'autre, qui va certainement être dans une démesure, forcément. Alors dans un sens ou dans l'autre, de ce fait, mais là, plutôt dans une démesure, et avoir un regard... commencer une journée dans cet état d'esprit, c'est loin d'être évident. Surtout quand c'est la semaine qui commence comme ça, ou le mois qui commence comme ça, ou l'année qui commence comme ça. Donc l'enjeu d'un début de quelque chose, que ce soit semaine, année ou période, c'est de se dire, est-ce que je peux un peu, allez, on va utiliser ce mot, s'aligner correctement, voir où on en est les uns les autres, pour pouvoir avancer et emmener ce groupe d'élèves ou cette communauté éducative vers quelque chose de plus serein, de plus doux, et de leur envoyer, en fait, allez, les bonnes énergies, on peut dire ça? Oui. Pourquoi pas? Oui. Mais comme tu viens de le dire, ça commence par soi. Ça, c'est quand même un autre indicateur important. Tu parlais tout à l'heure de responsabilité. Exactement. Parce que le premier réflexe, ça serait de se dire, mais c'est pas moi, c'est lui. Ou c'est eux. Oui, c'est dans la balance au final, soit on est dans quelque chose où on va plutôt focaliser sur notre mêmeté, et auquel cas, j'aime bien, j'ai une lecture un peu personnelle de l'étymologie. Alors j'aime bien l'étymologie classique, latine, et ainsi de suite, mais moi un des premiers cours en philosophie qui m'a vraiment intéressé, c'était la philosophie hermétique.
Et dans ce courant de philosophie hermétique, finalement, la question centrale est comment se transmet la sagesse de génération en génération en absence de transmission. Et comment font les sages pour reconnaître leurs disciples? Ils disséminent dans des éléments de culture des clés de compréhension du monde. Et seuls les initiés ont accès. Okay. Dans cette logique-là, il y a quelque chose qui est assez intéressant sur la construction des mots. Quand vous avez une lecture étymologique comme ça, déjà la lecture étymologique, vous la faites par syllabe, pas par mot. Le mot responsabilité, res, chose, ponce, le pont, habilité. L'habilité à créer des ponts. Quand je suis dans une logique, encore une fois, de mêmeté, quand je suis tranquille, aligné, voilà, je suis dans une démarche active de la relation à l'autre, je veux être présent et là, et je veux construire ce pont. Je vais générer de la responsabilité. Quand je ne suis pas là, je suis fatigué, j'ai besoin de me préserver et ainsi de suite, ça va être sur la différence que je vais me positionner et très souvent, en tout cas dans le modèle culturel dans lequel nous vivons, c'est la culpabilité qui va apparaître. Et ça sera un jeu de ping-pong entre la faute de qui, la mesure des fautes individuelles et ainsi de suite, avec l'enchaînement dissimulation secret qui vient derrière. C'est-à-dire que là, le point de départ, on s'y retrouve encore, c'est toujours du binaire. Quand même, dans les approches, on est quand même très dans du binaire, malgré tout. Alors, c'est une façon de le voir, même. Toujours pour rester, par exemple, sur cette question de la philosophie hermétique, je crois qu'il y a 7 lois dans cette philosophie-là. Je crois que c'est la 4e, c'est que l'univers est genré. Voilà. Alors moi j'aime bien parce que le premier système qui a réussi à me contenir quand j'étais petit, c'est le judo et le jujitsu. Et du même coup, mon premier sensei m'a énormément enseigné philosophie taoïste, bouddhiste, le yin et le yang. À un niveau, une façon de lire l'univers et le fonctionnement de l'univers, c'est de comprendre qu'effectivement il y a une polarité. Et cette polarité, elle s'inscrit dans une complémentarité. Que ni l'une ni l'autre de ces polarités n'est positive au sens occidental du terme. Bonne ni mauvaise non plus. On a besoin des deux en fait pour que tout avancer. Se constitue à partir de là. Donc il y a besoin d'intégrer ça. Donc c'est pas c'est binaire dans une logique de simplification. Bien sûr. Mais quand vous regardez par exemple le symbole du yin et du yang et que vous vous amusez à décodifier le symbole en question, vous pouvez écrire gentiment 10 tomes de 1000 pages chacun sur l'ensemble des signifiances du symbole. Et c'est une façon de se représenter la chose. Donc une première étape, mais avec une complexité, on est bien d'accord. Hein, c'était notre échange hors antenne, mais c'est un peu ça, quoi. Ok. Je reviens un petit peu sur, une fois encore, la différence qui éloigne. Pourquoi on a autant peur de cette différence ? Qu'est-ce qui fait que, à un moment donné, ça vient nous titiller ? Est-ce qu'elle viendrait peut-être mettre à jour, révéler une manière d'être, de vivre, de relationner, de manager, d'éduquer, qui parfois nous dérange ? C'est le propre de la différence. Alors, quand elle est attractive, c'est le gamin qui rentre dans le magasin de jouets. Et il constate qu'il y a plein de jouets qu'il ne possède pas encore. Et là, c'est l'excitation. Il est très content. Il va vers l'autre avec cette excitation-là. Et pour répondre à ta question, il faut prendre en considération ce qu'on appelle l'ego. Ce qui va être chahuté dans la rencontre de la différence, c'est le manque. Quand je suis perturbé par une différence, c'est que je prends conscience que je ne suis pas complet. Qu'il me manque des éléments, il me manque de la connaissance, il me manque de l'expérience, il me manque de l'ouverture. Ou cette différence, carrément, va venir percuter un autre piège de l'ego qui est la certitude. C'est que j'étais sûr que ça n'existait pas. J'étais sûr que ce n'était pas bien. J'étais sûr de quelque chose et là je rencontre un modèle qui me montre qu'en fait, ce modèle est tout à fait possible et éventuellement, potentiellement sain. Donc ça vient, encore une fois, altérer. C'est à ce moment-là où la rencontre peut devenir une violence. Et c'est d'ailleurs, en fait, souvent le cas. C'est quand je prends conscience, à travers la relation à l'autre, ou cette ébauche de relation, que le modèle de vie
le modèle unique de vie qui est en train de suivre l'autre me renvoie à des défaillances, me renvoie à des carences, me renvoie à des certitudes ou à certaines formes de violence. Alors tu parlais du manque que ça peut générer d'une certaine manière, ou une prise de conscience par rapport à ce manque. Mais est-ce que ce manque, il ne peut pas aussi, à un moment donné, donner un élan, une motivation pour y aller, mais quelque chose de positif? Parce que pour moi, dans le manque, j'entendais quelque chose de négatif, ou en tout cas quelque chose qui était... oui, négatif. Est-ce qu'on peut le transformer en disant, mais en fait, quelle belle richesse que... Oui. On peut remplacer le mot manque par espace de découverte. Ok. Et d'ailleurs, encore une fois, alors désolé, je crois que c'est aujourd'hui, je suis très binaire, je vais rester dans la binarité. Continue. Soit, encore une fois, à un moment, tu rencontres cette différence, à un moment de ta vie où tu ne te sens pas nécessairement stable, pas suffisamment sûr, éventuellement, tu rencontres du doute ou de l'incommodité, et auquel cas, encore une fois, tu es mise en défaillance. Et là, c'est le manque qui te parle en premier, qui te percute en premier. Soit tu rencontres, encore une fois, je reprends l'exemple du gosse, et là, pour le coup, tu découvres et tu écarquilles les yeux parce que tu as tout un univers nouveau en face de toi. Et là, tu as envie d'aller en manger, en découvrir, de poser des questions et ainsi de suite. Donc on est bien sur ces deux pôles, en fait, soit d'ouverture. Alors ça veut dire que c'est quand même la manière dont on va appréhender les choses et changer de point de vue. Parce que soit on se dit, alors là aussi on parle en jeu, j'ai quelqu'un qui est différent en face de moi, soit je me dis c'est un joli challenge et je vais à sa rencontre et je trouve les moyens pour, et on va en parler des moyens, ou surtout pas, parce que ça me dérange trop. En fait, est-ce que tu te rappelles les 4 pas de l'apprentissage ? On y va, on va les resituer pour tout le monde. Inconsciemment incompétent. Je ne sais pas que je ne sais pas. Consciemment incompétent. Je découvre que je ne sais pas. Consciemment compétent. Je me mets au turbin. Inconsciemment compétent. C'est tellement intégré que je le fais sans y penser. La rencontre de l'autre, quand elle est déstabilisante, que ce soit comme un champ d'apprentissage nouveau ou comme la prise de conscience d'un manque, c'est passer de l'étape 1 à l'étape 2. Passer d'une zone de stabilité, en quelque sorte, où je suis complètement inconscient des choses que je connais, que je ne connais pas en certitude, mes certitudes et tout ce qui s'ensuit, à la découverte qu'en fait, ça ne va pas si bien que ça, que je ne maîtrise peut-être pas tout à fait le sujet, qu'il y a du doute. Et là, le doute va s'accompagner d'une remise en question, et là, activer ou non l'ego de nouveau. Alors, quand on est face à la différence, il y a forcément, comme tu le dis un petit peu, là, déjà des mécanismes qui peuvent s'enclencher. Est-ce que tu pourrais en définir quelques-uns ? Quand on est, je reprends l'exemple de la classe, parce que c'est toujours intéressant, puisqu'on a quand même un grand groupe, en général, face à nous. Voilà, qu'est-ce que tu peux donner comme mécanisme qui s'enclenche à ce moment-là, quand il y a vraiment cette différence qui est probante. Alors moi j'aime bien utiliser, parce que comme je bosse sur différentes cultures, j'essaie de trouver des outils qui puissent s'adapter quel que soit le modèle culturel dans lequel j'officie. Un des modèles que j'utilise très très régulièrement, si ce n'est tout le temps, c'est le modèle du cerveau triunique de MacLean. Cerveau triunique, reptilien, limbique, néocortical, utilisé en pédagogie positive tête cœur corps. On est sur cette ligne-là. On réaligne en fait, d'une certaine manière. Et un niveau basique, c'est-à-dire au niveau de notre système nerveux sympathique. Donc voilà, à part respirer, manger, boire et la reproduction. On va dire les besoins fondamentaux. Les besoins fondamentaux. L'un des besoins fondamentaux, c'est de se préserver face à une menace. Fuite. Soit je rentre dans une logique de fuite. Voilà, donc je vais oublier qu'on avait rendez-vous à telle heure, je vais prétexter un rendez-vous chez le dentiste pour partir plus tôt, je vais m'agiter beaucoup, je vais être confus, je vais avoir des difficultés de mémoire, des difficultés d'imprégnation de l'information, je vais sauter du coq à l'âne. Fuite, repli, je me tais, je m'isole, je m'enferme,
ainsi de suite. Et je me coupe complètement de ce qui est en train de se passer à l'extérieur, je me replie à l'intérieur de moi-même, je suis dans un retrait, je coupe les stimulations extérieures, replie, lutte. Je fais le bazar, je rentre dedans, je m'oppose, je confronte, mais n'importe quoi, qu'est-ce que tu racontes? Ah, monsieur, elles sont rigolotes vos chaussettes, ainsi de suite. Et tu viens essayer de rentrer dans la confrontation. Et ça vaut pour un petit de 3 ans, comme ça vaut pour un PDG de 80 ans. Idem, même combat. Quand une personne est mise dans une situation où l'altérité va potentiellement m'altérer, c'est-à-dire quand ça va me générer un envahissement émotionnel, un malaise. Vous allez voir les personnes régresser à ces trois réactions. À ces 3 niveaux-là, quoi. Ouais. L'une ou l'autre, ou ça peut être un ensemble de toute façon. Et souvent, d'ailleurs, vous voyez les 3 apparaître. Après, il y a des personnes, enfin, il y a des structures, moi j'appelle ça les câblages sortis d'usine. Certaines personnes vont avoir plutôt une dominante, et donc plutôt une dominante au silence, d'autres plutôt une dominante à la course, et d'autres plutôt une dominante à l'affrontement. Donc là aussi, toujours intéressant par rapport à une classe, où on peut avoir évidemment, en fonction de ce qu'on propose, ces réactions-là. Exactement. Alors comment faire que justement ces réactions-là, qu'elles soient en chaîne ou pas, ou s'il n'y en a qu'une seule, ne se produisent pas? Alors, ça c'est mon leitmotiv perpétuel. La semaine dernière, j'encadrais une équipe suite à des mauvais traitements au sein de leurs établissements sur des personnes dépendantes. Tout à l'heure, j'encadrais une autre équipe sur des questions de passage à l'acte pédophile. Quand on va aborder des sujets qui représentent d'énormes enjeux, alors pas nécessairement financiers, mais surtout affectifs, il faut garder en tête les 3 pas de l'échange. Les 3 pas de l'échange, c'est sécurité qui va me donner la confiance va me donner le partage. Quand je suis en face de quelqu'un qui se tait, de quelqu'un qui s'agite, de quelqu'un qui gueule, je suis en face de quelqu'un qui a peur. Mon leitmotiv à partir de là, c'est de générer un cadre, ou de rappeler un cadre. Et c'est quoi un cadre, que ce soit dans une classe ou ailleurs? C'est pourquoi est-ce qu'on est là? Qu'est-ce qu'on fait ensemble? Qui je suis? Combien de temps on va parler? Et les droits et libertés de chaque personne présente dans l'assistance. Donc ça, si c'est défini, ça permet déjà de sécuriser, en fait, on est d'accord. Et j'ai envie de dire, c'est un espèce de systématisme, un espèce de réflexe à avoir avant de commencer un échange, que ce soit une transmission ou autre, de poser ce cadre, c'est-à-dire combien de temps, qu'est-ce qu'on va aborder, les règles du jeu, de l'échange et ainsi de suite. Et à chaque fois que je vois que ça commence effectivement à bouger, à se replier et ainsi de suite, je reviens au cadre. Systématiquement, mon leitmotiv, sécurité. Sécurité. C'est pour ça que très habituellement, je vais nommer ce que je pense. Très habituellement, je vais nommer ce que je ressens. Très naturellement, en fait, je vais ouvrir la main et je vais montrer un petit peu ce qui se passe chez moi pour rappeler aux autres qu'on est dans un cadre sécurisé, ils peuvent parler. Donc là aussi important, quel que soit le lieu, tu le disais, qu'on soit en réunion avec des personnels, qu'on soit en concertation d'équipe, qu'on soit avec sa propre classe, on a toujours besoin de lancer, mais en sécurisant et en permettant aussi à chacun de pouvoir se poser et de savoir où on est, pourquoi on le fait, etc. Okay. Donc là aussi, ça fait partie un petit peu des fondamentaux dans la manière d'accompagner et de lancer. Justement, quand on est face à une personne avec laquelle on a du mal à entrer en relation, c'est-à-dire que ce soit parents, collègues, enfants, élèves, peu importe, quand la différence est tellement importante, c'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression que l'autre est un autre, mais d'une autre planète, qu'il y a vraiment une incompréhension, comment on peut trouver, je réinsiste là-dessus, mais comment on peut trouver une manière d'être en relation, de provoquer une rencontre? Voilà, qu'est-ce que tu peux aussi donner comme piste qui serait vraiment des pistes, mais des petits pas, parce qu'évidemment, on ne peut pas aller à l'encontre, mais comment on peut faire? Alors, peut-être rappeler une autre grille de lecture, mais tu nous outilles aujourd'hui. Quand vous proposez quelque chose à quelqu'un et que c'est une surprise pour lui. Quand vous voulez, par exemple, adresser la parole à quelqu'un, je vais prendre un exemple très précis, vous êtes prof,
et vous voulez vous adresser à un père de famille, par exemple, il y a un certain nombre de questions à se poser de préparation avant. La première, moi j'ai envie de dire, quelle est la relation qu'entretient affectivement cette personne avec l'école, c'est-à-dire comment était son parcours à lui, à l'école, parce que beaucoup va se rejouer dans cet échange. Mais de se rappeler que quand vous allez mentionner quelque chose ou parler de quelque chose, et en particulier comme tu le nommes dans une relation difficile, faut aussi garder en tête cette grille-là, c'est qu'à 80% des réactions spontanées que vous allez avoir quand vous demandez quelque chose à quelqu'un qui ne s'y est pas prêt, qui n'est pas prêt à ça, c'est non. Le déni, dans la culture occidentale, c'est la forme la plus basique et la plus spontanée régulièrement. T'as vu, il a mis une face, non, c'est pas vrai, mais jamais c'est arrivé, mais j'ai jamais reçu ce mail, mais en tout cas, le non, ça va être la première. Quand vous continuez d'insister, la deuxième réaction la plus logique et naturelle que vous allez avoir, c'est la colère. Je vous ai dit non. La troisième réaction naturelle que vous allez avoir, c'est la négociation. Mais vous êtes sûr que c'est lui? Parce que moi, je le connais très bien, c'est pas ça qu'il fait. Enfin, en tout cas, avec nous, c'est complètement différent. C'est peut-être vous. La quatrième phase, c'est l'abattement. Je suis dévasté par ce que vous êtes en train de me raconter. Et c'est seulement en cinquième phase que là, vous allez pouvoir commencer à créer l'échange. Mais ça veut dire que pendant ces 4 premières phases préliminaires, il a fallu tenir, écouter, voilà, accueillir la peur, accueillir la colère, accueillir la tristesse. Il aura fallu accueillir tout ça. Ça, j'ai envie de dire, c'est un impondérable psychologique pour ce qui est de la culture occidentale. Et juste pour terminer sur ta question, faut pas oublier, grâce à monsieur l'ami Gardner, qu'il y a au moins 9 styles d'apprentissage chez l'humain. C'est-à-dire que si vous rencontrez la personne toujours dans le même contexte, en utilisant des mots, par exemple, vous allez tout simplement peut-être passer à côté. Je travaille régulièrement avec des cultures qui ne sont pas très familières finalement avec l'écriture, c'est l'oralité qui tourne. Avec d'autres, par contre, il va falloir utiliser la protocalité, pour le dire comme ça, de l'écriture pour passer. D'autres, il va falloir le chanter. D'autres, il va falloir marcher pour le faire. Il va falloir se bouger. Si vous ne le faites pas, ça ne marche pas. D'autres, si vous ne parlez pas de vous et de qui vous êtes, ça ne passera pas non plus. D'autres, si vous ne les questionnez pas sur ce qui se passe chez eux, ils n'arriveront pas à intégrer. C'est-à-dire de construire notre échange à l'autre. Si ça ferme d'une certaine façon, il faut changer le message, il faut changer la tonalité, il faut changer la mesure, il faut changer le contexte. Si ce n'est pas passé d'un message, ça ne sert à rien de répéter, il faut changer. Donc c'est à la fois une attention, une écoute, une adaptation, mais pas une suradaptation. Non, toujours dans l'authenticité. Toujours dans l'authenticité. Et puis, j'ai envie de dire, c'est aussi à la fois le cadre dont on parlait, mais de la douceur aussi, de la fermeté. Il faut un petit peu un ensemble. Parce que... il faut être au clair avec nos intentions. Ça, c'est le gros mot aussi, l'intention. Bah oui, parce que, et moi j'ai envie de dire, je commence très très souvent par là, quand on me parle d'une personne ou d'un groupe qui veut pas, ils sont lents, ils fuient, c'est difficile et ainsi de suite, ça va être une des premières questions que je vais poser. Qu'est-ce que vous ressentez vis-à-vis de cette personne, vraiment? On va pas partir sur la stratégie de comment on va faire. C'est d'abord du ressenti. Si en définitive, vous jouez sur un autre tableau, et ainsi de suite, il faut être honnête aussi. Qu'est-ce que vous attendez de cette rencontre? Qu'est-ce que vous désirez, votre capacité d'accueil? Moi, ce que je pose comme question, c'est à quel point est-ce qu'il vous reste de l'énergie pour véritablement mettre ce qu'il faut pour accueillir cette personne? Si ce n'est pas le cas, on va la jouer différemment, mais il faut être clair là-dessus. Parce que si on ne fait pas ça, il n'y aura pas de douceur. Il y aura de la violence. Et ça veut dire que le point de départ, on y revient, c'est encore soi, c'est-à-dire c'est d'abord un rapport à soi pour aller vers l'autre. C'est parce que je suis très au clair avec mon unicité que je peux me permettre d'aller rencontrer la différence. C'est parce qu'à tout moment dans l'échange, je peux venir me recentrer sur ce qui m'habite en ce moment, sur comment je suis, ce qui est affecté chez moi et ainsi de suite. C'est parce que je suis au clair avec mon identité que je peux me permettre d'aller rencontrer la différence sans m'y perdre. Alors, je reviens un petit peu sur ce que tu disais tout à l'heure, parce que forcément, il y a des choses qui travaillent et qui stimulent. Tu as utilisé de nombreuses fois le mot « mêmeté ». Est-ce que tu peux un petit peu expliciter d'où vient ce mot et pourquoi c'est aussi important pour toi de le reprendre et de... Encore une fois, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui fait relation.
Et en particulier, comme tu le sais, j'interviens plutôt dans des situations où il y a plutôt de la tension ou du conflit. Donc, en gros, ma mission, mon mandat, c'est de renouer le dialogue. Et du même coup, je m'évertue à chercher qu'est-ce qui fait relation. Donc là, je viens d'exposer sécurité, confiance, partage. Les mots sont importants. Pourquoi la même T? Connais-tu l'étymologie du mot identité? Allons-y. Idem. Similitude. Ce qui est mon identité et ce qui me ressemble. Donc le but du jeu, et ça rejoint aussi la question que tu posais juste avant, c'est je vais chercher dans un groupe, dans une relation, quel est le dénominateur commun, qu'est-ce qui est du même entre eux. Et c'est pour ça qu'on va travailler sur les valeurs, par exemple, c'est pour ça qu'on va travailler sur certains comportements, certaines habitudes, certains rituels, ainsi de suite, qui est partagé par les différents parties, parce que c'est à partir de cette mêmeté, de cette identité commune, qu'on va pouvoir construire quelque chose de règles de fonctionnement, par exemple, mais c'est surtout à travers, une fois qu'on a découvert ça, chacun va pouvoir s'autoriser d'être complètement unique. Une fois qu'on ne risque pas de trop s'altérer dans l'altérité, une fois que ça s'est identifié, ça permet aux personnes de pouvoir se positionner. Donc l'importance du cadre dont tu parlais tout à l'heure, de toute façon, à chaque fois on revient à ce fondamental. Et la mêmeté, c'est un réflexe à avoir. Une grosse problématique, surtout dans les milieux urbains très denses, en information, en agitation et ainsi de suite, nous sommes sans arrêt confrontés à la différence des autres. Vous rentrez dans un transport en commun, là il fait très très chaud, enfin voilà, une des premières choses qui va vous sauter aux yeux et aux oreilles et au nez et ainsi de suite, ça va être la différence des autres. C'est tout à fait ok, parce qu'encore une fois, c'est là pour nous préserver. Quand ça devient machinal, compulsif et inconscient, ce réflexe de focaliser sur la différence, on peut commencer à se sentir passif et agressé. Là. Je pense qu'il est très important de se forcer en quelque sorte à se rappeler ou à réinterroger qu'est-ce qui est du même. Chez cet autre très différent que je rencontre, qu'est-ce qui est du même? Là, on est humain, par exemple, mais dans sa façon d'être humain, lui ou elle, qu'est-ce qui est du même avec moi, et ainsi de suite. Je pense que c'est quelque chose de très nécessaire et à plusieurs niveaux que de se forcer à focaliser et à nommer qu'est-ce qui est du même. Dans toute cette différence et ce marasme, il y a des dénominateurs communs, il y a toujours du même. On est issus des mêmes gènes, des mêmes atomes. Donc il y a énormément de choses qu'on a en commun. Et en même temps, dans ce que tu disais sur la différence, c'est intéressant parce que la différence, c'est quand on la ressent, c'est aussi soit une alerte, ça peut être une alerte danger, quand on parlait tout à l'heure. Le fait de ressentir, ça veut dire qu'on a aussi... on est suffisamment ouvert pour se dire ça, je le ressens, je peux l'intégrer, ou en effet, ça va me mettre à distance. Donc c'est aussi une protection, la différence, en tout cas de ressentir ce qui est différent, ce qui n'est pas similaire, ce qui n'est pas cette mêmeté. C'est excessivement important, car c'est grâce à cette prise de conscience de la différence que je vais pouvoir m'affirmer dans mon unicité. J'ai besoin de cette rencontre de la différence pour un jeu de comparaison, voir ce qui est de moi, ce qui n'est pas du moi, faire la part des choses entre ce qui m'appartient et ce qui ne m'appartient pas. C'est grâce à la rencontre de la différence de l'autre que je vais pouvoir me positionner. Toujours l'altérité en jeu, quoi. Toujours. C'est ce qui va vraiment nous permettre de nous construire. Parce que si justement il y a une mêmeté et en même temps une différence, ça veut dire qu'à un moment donné, on peut vraiment comprendre petit à petit qui on est. Avec nos richesses, nos travers, mais en tout cas ce qui peut nous rapprocher dans une relation et dans une vraie rencontre. Oui. Est-ce que ça veut dire aussi qu'à un moment donné, justement, cet accueil de la différence, ça peut être aussi une manière de travailler la créativité? Qu'est-ce que tu en penses? Nécessairement. C'est d'ailleurs le principal appel, le joli appel qu'il y a derrière la prise de conscience de la différence, c'est que justement tout est tissage. Tout est un tissage, tout est une construction, et tout en même temps, chaque seconde qui passe est unique, donc est un espace nouveau à créer. À co-créer. Et du coup, à co-créer, parce que finalement, pour un humain, un être social comme l'humain, tout n'est qu'altérité, au final. Alors, imaginons qu'on soit en début de période, en début d'année.
qu'est-ce qu'on peut donner comme petit conseil pour à chacun des personnes qui vont nous écouter, que ce soit parents, professeurs, chefs d'établissement, éducateurs, en disant, voilà, on commence quelque chose, quelle est ce qu'il faudrait retenir sur justement cet accueil de la différence, comment la vivre le mieux possible? Quelle clé on pourrait donner, quel outil? Soyons anthropologues de soi et allons à la découverte de notre unicité et inviter les gens qui nous entourent, toutes les personnes qui nous entourent, à aller à la découverte et à l'affirmation de leur unicité, car c'est à travers l'exposition de ces différences, de petites particules uniques, qu'on arrive à faire un tout homogène, harmonieux, et ainsi de suite. Merci Arnaud pour cette première partie de podcast. Avec plaisir. Terminer le podcast, voilà, il y a toujours 3 petites questions encore plus personnelles. Aujourd'hui, comment tu prends soin de toi, ce qui te ressource vraiment, ce qui te repose et te donne de l'énergie? Je fais plein de pauses. Plein de pauses. C'est-à-dire, je suis un passionné et hyperactif. C'est-à-dire, là, je suis en train d'écrire, j'ai arrêté de compter, mais il y a plusieurs dizaines d'articles en même temps. Il y a un projet sur comment évoluer vers une conscience d'espèce en 3 générations sur un modèle sociétal de 70 millions de personnes. Des choses sur la culpabilité, enfin ainsi de suite. Je suis dans plein de trucs, j'ai 2 entreprises, j'accompagne des coopératives, des associations, enfin voilà. Comme je suis hyperactif, j'ai besoin d'être très très vigilant sur mes temps de repos et mes temps de pause, ce qui veut dire que dans mon quotidien, je démultiplie les pauses. Petite pause de quelques secondes par-ci, de quelques minutes par-là, je vais faire un tour, je vais regarder dehors, je reviens, je vais me servir un thé, ainsi de suite. Le corps, tu bouges? Tu débranches? Ah oui, très très régulièrement. Enfin, moi, mon grand plaisir, c'est la contemplation. Donc, quelque chose que je vais faire très très régulièrement à plusieurs reprises dans la journée, c'est focaliser sur le mouvement de la feuille dans l'arbre en face. Ok, et ça te repose? Ah ouais. Et ça te redonne de l'énergie? Ah ouais, j'aime beaucoup ça. Me concentrer sur la ligne de basse de ce groupe qui est en train de passer. Génial. Focaliser sur le toc-toc du balai de la dame qui est en train de nettoyer la part du dessus et qui tombe avec fréquence contre la porte apparemment. Voilà. C'est-à-dire, j'utilise un de mes sens et je vais concentrer toute mon attention sur ce sens-là et ce qu'il perçoit. Dans quelque chose d'un peu ludique et rigolo. Bien sûr, mais vraiment pour dire de décrocher en fait. Et ça me fait décrocher de tout ce que je suis en train de faire. Donc plusieurs pauses et dans la journée plein. Et sur des modalités un peu différentes, ouais. Mais en tout cas pour débrancher véritablement. Tout à fait. As-tu un coup de cœur littéraire là en ce moment? Coup de cœur littéraire en ce moment. Donc que ce soit roman, essai, peu importe. Roman, essais. Développement personnel, peu importe ce que tu... Un conseil d'un ami qu'on a en commun, Teilhard de Chardin, Le phénomène humain. Voilà, j'aime bien. J'ai un gros morceau, ok. C'est un magnifique livre. La personne qui t'inspire en ce moment? Blue Nuque Rodriguez Pons, ma fille, qui a 4 mois et demi, et qui est une mine de lumière. Qui m'en apprend sans arrêt, tout le temps, et à chaque fois que j'y pense, à chaque fois que je la regarde, je trouve ça tellement miraculeux, cette vie et cette beauté, et elle est géniale, parce que c'est une observative déjà, et elle scrute absolument tout autour d'elle. Tout comme ce papa et maman. Un petit peu, j'ai l'impression. Ça doit donner. Merci Arnaud pour cet échange autour de la différence. Merci de nous avoir outillés, donné des cadres, donné des références qui permettent aussi d'avoir peut-être des réflexes avant d'entrer en classe, avant d'entamer un entretien, de rencontrer quelqu'un. La différence, c'est quand même un sujet, une thématique qui est très large. Alors, on aura peut-être fait un petit détour vers cette différence. On aura essayé d'apprivoiser un peu ce qu'était cette thématique. En tout cas, c'est un échange qui aura été porteur et je t'en remercie infiniment.
Alors, pour tous, vous retrouvez comme d'habitude sous le podcast à la fois la rubrique pour aller plus loin, vous aurez des vidéos, des audios, enfin voilà, tout ce qui pourra vous aider à poursuivre la réflexion. Et puis, on vous souhaite une très belle période. À très bientôt. Au revoir.